Bonsoir, c'est Headline News. L'opposition sénégalaise a demandé hier mercredi soir lors d'une conférence de presse la suspension de la publication des résultats des élections législatives. La publication de ces résultats est prévue aujourd'hui jeudi dans l'après-midi. Selon M. Déthié Fall, des irrégularités et des fraudes ont été notées dans les procès-verbaux. Le maire de la commune de Yeumbeul Sud, Bara Gaye, attire l'attention de l'opposition et menace les députés transhumants. Au Nigeria, la mère d'une fille amputée d'une jambe a créé une fondation appelée IREDE. Cette fondation recycle des prothèses et les donne gratuitement aux enfants amputés. Crystal Chigbou et son mari ont d'abord refusé d'accepter un diagnostic impossible pour eux. Mais lorsque leur fille Bella a commencé à demander pourquoi elle ne pouvait pas marcher comme ses amis, les parents se sont sentis obligés de prendre la décision difficile de la faire amputer et lui faire porter une prothèse. Après, Crystal a décidé de partager son expérience en créant la fondation IREDE qui donne gratuitement des centaines de prothèses recyclées aux enfants au Nigeria. Avant, personne n'avait pensé à partager son histoire ou pouvoir retracer son propre vécu. Mais quand tu traverses une épreuve comme celle-ci, un enfant avec une malformation congénitale qui a eu la jambe amputée, cela te fait réaliser l'importance de partager. Tu te dis que d'autres personnes peuvent s'identifier à ce que j'ai vécu et du coup, c'est comme si tu aides les autres. Bazi Kazim est né sans son membre inférieur droit et a toujours marché avec des béquilles, ce qui a affecté son éducation, sa capacité à socialiser et à pratiquer son jeu préféré, le football. Il a reçu de la fondation IREDE son premier appareil de prothèse. Kazim dit que ça l'aidera à se concentrer davantage sur l'école et à mieux gérer le poste de gardien de but lorsqu'il va jouer avec ses amis. Je suis content d'avoir cette jambe artificielle. Je vais l'utiliser pour jouer au football, pour marcher quand on m'envoie faire des courses ou aller à l'école. Je vais l'utiliser pour jouer avec mes amis et prier à la mosquée. J'en suis heureux. La fondation IREDE reçoit d'anciennes prothèses de personnes handicapées devenues trop grandes pour les porter, parfois de donateurs ou de toutes les pièces recyclables pour produire une prothèse. Le nouvel appareil peut coûter environ 2500 à 10 000 $ et selon l'âge ou le taux de croissance de l'enfant, il doit être changé tous les 9 à 18 mois. La mère d'un enfant handicapé témoigne. Quand la prothèse a été donnée, ça a été la joie parce qu'il m'a dit « Maman, je suis sortie, je suis allée acheter des choses tout seul. Même quelqu'un a fêté son anniversaire aujourd'hui et je suis sortie pour prendre des photos. » Ainsi, vous pouvez voir l'expression de la joie même en lui. La fondation IREDE aide également les adultes dans le besoin. Elle offre un soutien psychologique et une formation aux jeunes handicapés pour les aider à trouver des stages. IREDE espère avoir un espace plus grand pour accueillir un centre de formation pour des fabricants de prothèses et un centre de réadaptation pour les personnes à mobilité réduite. Les autorités kenyanes forment leurs citoyens qui acceptent d'aller travailler comme domestiques au Moyen-Orient sur leurs droits après des années d'abus, de passage à tabac, de viol. Voilà un an que Bernard Njenga a appris que sa femme, Esther Toukou, est décédée en Arabie Saoudite où elle a été employée de maison pendant 3 ans. Les autorités saoudiennes ont signalé que sa femme s'est suicidée au domicile de son employeur, raconte M. Njenga, qui pense que son épouse, mère de 4 enfants, a été assassinée. Le corps de ma femme ne portait aucune marque qui montre qu'elle s'était pendue, car il y aurait eu des marques autour du cou. Nous nous sommes rendus compte que son corps avait été enterré parce qu'il était très sale et qu'on aurait dit qu'elle avait été poignardée au côté gauche. Cela n'a rien à voir avec une pendaison. Les autorités kenyanes affirment que depuis novembre, au moins 23 travailleurs domestiques sont morts alors qu'ils travaillaient au Moyen-Orient. La plupart de ces décès sont survenus en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont signalé que 23 décès résultaient d'un arrêt cardiaque. En avril 2020, Amnesty International a rapporté que les Kenyans qui travaillent comme domestiques au Moyen-Orient
se plaignent souvent de manque de paiement, de travail forcé, de violences physiques, de viols et de conditions de travail dangereuses. Aujourd'hui, le Kenya offre une formation à la sécurité aux travailleurs domestiques qui acceptent des emplois à l'étranger. Si vous ne les formez pas, vous les exposez à beaucoup d'exploitation et d'abus. Une partie de la formation comprend également une sensibilisation aux droits du travail. Ils doivent savoir négocier et parler aux employés de conditions d'emploi décentes. Ces derniers font partie des 30 000 Kenyans qui migrent chaque année vers le Moyen-Orient pour trouver du travail. Le ministre du Travail, Simon Chelugui, a déclaré qu'il travaillait avec des responsables saoudiens sur des réformes du droit du travail. Nous voudrions qu'ils renforcent également leur législation pour protéger les travailleurs et les employeurs de manière égale, pour ne pas faire des discriminations et que l'attitude de l'employeur soit toujours juste. Deuxièmement, le salaire doit être raisonnable et proportionné au travail. VOA a contacté l'ambassade d'Arabie Saoudite à Nairobi pour obtenir une réaction sur ces allégations de mauvais traitement et de décès de travailleurs kenyans. Dans une réponse par email, l'ambassade a déclaré que le royaume ne tolérerait aucun mauvais traitement illégal envers qui que ce soit et a déclaré que Riyad travaillait avec Nairobi pour protéger les citoyens de toute infraction. Pendant ce temps, les responsables affirment qu'avec environ 2 millions de jeunes diplômés chaque année, selon les chiffres nationaux, et seulement environ 800 000 nouveaux emplois, de nombreux Kenyans vont continuer d'aller travailler à l'étranger pour trouver du travail. Un navire a exporté hier mercredi des céréales ukrainiennes vers le Liban. Le navire a été inspecté par une équipe composée de représentants de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU. C'était pour se rassurer de la nature de la cargaison. Vêtus de gilets de sauvetage et portant des casques, les experts ont inspecté le navire pendant un peu moins d'une heure et demie. Ils étaient amenés par un amiral turc et un amiral en retraite de la marine américaine. L'inspection s'est déroulée conformément aux souhaits de la Russie qui veut s'assurer de la nature de la cargaison. Le cargo a ensuite commencé la traversée du Bosphore pour se rendre au Liban où il est déjà attendu. Nous attendons ces céréales ukrainiennes probablement dans 4 à 5 jours et nous voulons tous vous inviter. J'irai aussi à Tripoli, le personnel de notre ambassade ira à Tripoli parce que c'est un signal très important, un très important message pour tous les Libanais. Le cargo a quitté le port ukrainien d'Odessa lundi avec 26 000 tonnes de maïs à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux chargés de céréales sont en attente de quitter ce port ukrainien sur la mer Noire qui concentrait avant la guerre 60% de l'activité portuaire du pays. Des bateaux qui pourront partir assez rapidement, espère le président ukrainien. Notre objectif est désormais la régularité. Lorsqu'un navire quitte un port, les autres doivent attendre leur tour, être chargés ou atteindre un port. L'accord signé le 22 juillet grâce à une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations Unies permet la reprise des envois vers les marchés mondiaux de céréales bloqués en Ukraine. Le document prévoit l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales. Un accord similaire signé simultanément garantit à la Russie l'exportation de ses produits agricoles et de ses engrais malgré les sanctions occidentales. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan au terme d'une visite historique et controversée à laquelle Pékin a répondu par des menaces et des annonces d'exercices militaires. L'élu de 82 ans a salué les dignitaires sur le tarmac de l'aéroport de Songshan à Taipei avant de monter à bord d'un avion militaire américain qui a décollé à 18h, heure locale, un départ retransmis en direct par les télévisions. Le voyage de Nancy Pelosi a déclenché la colère des autorités chinoises. Pékin a déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan, de même que des manœuvres militaires près de l'île,
en réaction au séjour de la présidente de la Chambre des représentants américaine. Les exercices militaires menés par l'armée chinoise dans la mer près de Taïwan constituent une mesure nécessaire et légitime pour protéger résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en réponse aux provocations majeures de certains politiciens américains et des indépendantistes taïwanais. Des analystes s'attendent à ce que ces exercices s'intensifient dans les prochains jours, faisant craindre une erreur de calcul. En ce moment, la chose la plus importante est que les deux parties signalent leurs intentions très soigneusement et très clairement, et c'est essentiel pour empêcher que cette situation ne dégénère en une crise plus large. Nancy Pelosi est la plus importante élue américaine à se rendre à Taipei en 25 ans. En 1997, Newt Gingrich, alors président de la Chambre des représentants américaine, avait visité Taïwan et Pékin. Il a récemment déclaré à la VOA qu'il était d'avis que le voyage de Mme Pelosi serait une irritation dans les relations américano-chinoises. Je pense que c'est à un certain niveau beaucoup de bruit pour rien. Je pense, si elle tient bon, si l'administration Biden n'agit pas timidement et presque lâchement, je pense que tout ira bien. Ce sera un bel événement. Les Taïwanais habitués aux menaces chinoises ont des sentiments mitigés. Beaucoup se disent soulagés par le soutien américain. Mais d'un autre côté, il y a un groupe de Taïwanais qui sont très méfiants quant à l'intention, du but et de l'effet de la visite. Beaucoup d'entre eux se demandent si cela va réellement accentuer la colère de la Chine, poussant la Chine à prendre des mesures plus imprudentes et déraisonnables contre Taïwan. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a affirmé ce mercredi que l'île ne reculerait pas face à la menace de la Chine, en faisant allusion aux manœuvres militaires de Pékin près des côtes taïwanaises. Lors d'une rencontre avec Mme Tsai à Taipei, Mme Pelosi a déclaré être venue en paix dans la région, tout en assurant que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.